donc au nom des départements eau et maillage bleu de Bruxelles Environnement. Et alors, j'ai quelques collègues ici autour de moi qui iront plus en profondeur dans les différentes thématiques. Donc, les enjeux de l'eau à Bruxelles sont cadrés dans le plan de gestion de l'eau, qui est en fait un document assez volumineux qui reprend un peu tous les enjeux liés à l'eau à Bruxelles et qui répond aux prescrits européens, donc aux directives européennes. L'objectif, enfin, les mesures, des mesures très concrètes sont reprises dans le plan de gestion de l'eau sous 8 axes que vous voyez apparaître ici et qui tentent, via ces mesures, de répondre aux différents objectifs afin d'atteindre le bon état des masses d'eau de surface, donc des rivières, et des masses d'eau souterraines. Les différents... Ah oui, je clique sur le mauvais... oui. Les différents acteurs du plan donc, sont repris ici. Ce sont les opérateurs de l'eau, hein, Bruxelles Environnement, mais également Vivaqua, Hydria, le port de Bruxelles. Et de façon aussi assez importante, les 19 communes. Donc vous avez un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ce plan de gestion de l'eau au travers différentes mesures qui vous seront expliquées par mes collègues aujourd'hui même. Vous avez aussi un rôle en tant que membre du conseil d'administration de Vivaqua, donc vous pouvez influer sur Vivaqua dans la prise de décision à leur niveau. Ils ont aussi un comité d'experts et alors votre rôle en tant que gestionnaire de voirie est aussi essentiel. Je clique sur ça. Voilà, donc la suite du programme, moi c'était une très très courte introduction, c'était un peu du réchauffé de la présentation générale du 15 mars. La suite du programme, donc on va essayer de vous expliquer plus en profondeur dans 3 thématiques plus précises, vous expliquer un peu les grands enjeux de ces thématiques, vous expliquer le rôle des communes dans ces différentes thématiques et alors comment Bruxelles Environnement peut vous aider, vous soutenir, avec quels outils, par quels moyens. Donc, Michael Antoine va nous présenter tout ce qui est inondation, Anne-Claire Dewey va nous présenter tout ce qui est gestion intégrée des eaux pluviales, donc JIEP est son petit nom, et Martin Osé va nous présenter tout ce qui concerne le maillage bleu. Voilà, mais je passe tout de suite la parole à Michael, qui va vous parler des inondations. Voilà, bonjour à tous. Donc les inondations à Bruxelles vont résulter généralement de 4 grands types de phénomènes. Le premier phénomène, c'est celui classique des débordements de cours d'eau, tel qu'on l'imagine la plupart du temps lorsqu'on parle d'inondation. Ici, vous avez une image, par exemple, de la Pèdre qui déborde. Le deuxième type de cause d'inondation, ce sont souvent les égouts, en fait, qui sont saturés par toute l'eau de pluie qui la rejoignent et vont refouler en voirie, des fois, mais le plus part du temps, dans les caves des habitants. C'est moins visible, mais ça représente quasiment 90% de nos observations d'inondations à Bruxelles. Donc ce sont des dégâts dans les caves des citoyens. Troisième type de cause d'inondation, ça va être le ruissellement des surfaces imperméables. Donc, elles vont généralement rejoindre l'égout, mais elles peuvent également s'écouler en surface sur les voiries qui deviennent des axes d'écoulement préférentiels. On voit ce genre d'images régulièrement dans les anciennes vallées où les cours d'eau ne sont plus forcément visibles en temps normal, mais lorsqu'il pleut beaucoup, tout simplement, ils reprennent leur place sur les voiries. Et les derniers types d'inondations qui sont, elles, plus durables, alors, enfin plus permanentes dans le temps, ce sont les remontées de nappes qui peuvent venir humidifier, voire inonder les caves, alors durant de longues périodes. Les inondations à Bruxelles, c'est pas nouveau. Ici, vous avez en haut à gauche un tableau qui présente une inondation en janvier 1820 du côté de la place de la Saint-Géry. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des aménagements, notamment le creusement du canal, la déviation de la Seine et des déviations de la Seine vers le canal pour éviter ce genre de phénomène, notamment à la place Saint-Géry. Mais les fonds de vallée, tout en se protégeant entre guillemets des inondations, ont surtout envahi l'espace qui était réservé à l'eau lorsque ça inondait. Donc il y a un réseau hydrographique et un réseau de gouttage qui parcourt toutes ces vallées, qui sont plus forcément visibles, sauf lorsqu'il y a trop d'eau. Alors l'eau ne trouve plus sa place dans les anciennes zones humides et déborde sur les voiries.
qui amène à trouver en fait de nouveaux équilibres dans cet aménagement du territoire. Longtemps, on a géré les eaux en souterrain, soit en les canalisant en pertuis et éventuellement en rajoutant des bassins d'orage enterrés pour récolter l'excédent des eaux des réseaux d'égouttage. C'est la photo que vous voyez en haut à gauche, ça ressemble à un grand parking, sauf qu'on y garde des eaux de pluie et d'eau usée mélangées plutôt que des voitures. Voilà. Mais on sent bien que ça, c'est une solution qui ne peut pas être ad vitam aeternam mise en œuvre, puisque face à l'augmentation des pluies, c'est le petit graphique que vous avez en bas à gauche, où on voit l'augmentation au cours du siècle de la part des pluies qui sont importantes et génératrices d'inondations. On voit que ça augmente, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de précipitations intenses. Mais également, c'est le petit graphique à droite, l'urbanisation continue du territoire. De 1955 à 2022, on a plus que doublé l'imperméabilisation du territoire. Donc il y a à la fois plus d'eau de pluie et plus de surface ruisselante, qui génère donc une sursaturation du réseau d'égouttage. Et on ne peut pas simplement continuer de construire des bassins d'orage supplémentaires. Il faut aussi travailler directement au niveau de la surface. Donc face à cette augmentation de l'imperméabilisation, c'est en fait désimperméabiliser ou imperméabiliser tout en permettant l'infiltration de l'eau. C'est toute la partie gestion intégrée des eaux pluviales qui sera expliquée par ma collègue Anne-Claire. Donc des grands équilibres à retrouver pour pallier à la fois cette augmentation des pluies, cette augmentation de l'imperméabilisation du territoire, sans pour autant encore plus encombrer le sol qu'il est déjà suffisamment. Alors, les communes dans tout ça, quel est leur rôle? À différents niveaux. Donc, quand on considère les inondations, on va regarder à la fois tout l'aspect prévention des inondations, donc éviter que des choses risquées s'installent dans les zones à risque. Tout ce qui est les volets protection, donc ça c'est tout simplement contenir les eaux. Et puis tout le volet préparation et réparation lié à la gestion de crise. Quelles sont les mesures qui peuvent être prises juste avant ou pendant qu'une crise d'inondation se passe, et puis tout l'aspect réparation derrière pour qu'on revienne le plus rapidement possible à la normale. Alors, pour les communes, pour les aspects prévention, il y a toutes les actions sur le bâti. C'est vous qui êtes à la manœuvre, notamment pour les permis d'urbanisme. Donc, c'est un levier important pour prévenir l'installation d'enjeux à risque en zone inondable. Vous avez également les règlements communaux d'urbanisme qui peuvent venir renforcer localement les règles générales du territoire pour s'adapter spécifiquement à la sensibilité de certaines de vos vallées. En termes de protection, donc là, l'idée, c'est de stocker les eaux quelque part. Eh bien, vous êtes dans le comité d'accompagnement, enfin dans le conseil d'administration, pardon, de Vivaquois. Donc là-dessus, vous avez des leviers pour permettre l'installation de bassins d'orage supplémentaires dans certaines zones critiques de la vallée. Et puis, en tant que gestionnaire de voirie, vous êtes à la manœuvre pour tout ce qui est la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc là, l'objectif, c'est que les voiries ne soient plus de simples voiries, mais également des zones d'accueil de l'eau et de la biodiversité. Et pour les aspects de préparation à la crise, eh bien là, c'est au travers de l'action de vos planificateurs d'urgence que vous avez dans chaque commune, un certain nombre d'actions sont en fait de votre niveau pour gérer la crise inondation sur vos territoires. Alors, pour l'aspect prévention, des petits points d'attention dans tout ce qui est délivrance de permis d'urbanisme ou règlements communaux d'urbanisme. Attention à toutes les infrastructures souterraines et notamment le logement en demi-sous-sol qui n'est pas cadré par des règles générales d'urbanisme. Donc, effectivement, pour l'instant, rien n'interdit de venir habiter en demi-sous-sol dans des zones inondables, ce qui est évidemment un risque important pour les habitants. Pour les aspects protection, donc accueillir les eaux quelque part sans que ça ne soit dommageable aux infrastructures, eh bien, donc il y a la construction des bassins d'orage manquants dans certaines vallées en zone d'aléa élevée, sur lequel vous avez un levier d'action, puisque vous êtes dans les CA de Vivaquois et également vous êtes dans ces comités d'accompagnement des constructions de bassins d'orage. Donc, vous avez un rôle de facilitateur aussi par rapport à ça. Et puis, il y a tout l'aspect gestion intégrée des eaux pluviales
et la gestion des avaloirs, puisque on sait que certaines zones sont inondées, non pas parce que l'égout déborde, mais tout simplement parce que les eaux de ruissellement n'arrivent pas à rentrer dans l'égout. Pour l'aspect préparation, là, c'est au niveau de vos planificateurs d'urgence, vous pouvez veiller à attirer leur attention sur le rôle important de faire des actions de prévention au niveau communal. On pense à tout ce qui est sac de sable, distribution de sacs de sable qui se gère au niveau des communes. Au niveau de l'interaction avec le plan particulier d'intervention, d'urgence et d'intervention que SAFE pilote, sachez qu'il y a également ce qu'on appelle les alertes INCA-IDF. Ce sont en fait un système d'alerte aux orages intenses dont vos planificateurs d'urgence peuvent recevoir des alertes. L'idée, c'est dans les 2-3 heures avant la survenue d'un gros orage, que vos planificateurs d'urgence reçoivent des mails d'alerte pour pouvoir suivre la situation et déjà activer certaines mesures de prévention et de protection. Et puis le dernier point, c'est après une inondation, c'est la reconnaissance par le Fonds des calamités des inondations. Il faut savoir que c'est vraiment au niveau communal qu'on peut activer ce Fonds des calamités pour venir rembourser tous les dégâts qui ne seraient pas couverts par les assurances classiques incendie, assurance terrestre. Donc là, c'est vraiment important que les communes soient conscientes que c'est en fait à leur initiative que le Fonds des calamités peut être activé. Finalement, en termes d'outils, eh bien, il y a tout ce qui est cartes de risque d'inondation qui sont en ligne. Ça vous permet d'identifier les différents enjeux de vos territoires qui se trouvent en zone inondable. Il y a les alertes aux orages intenses, qu'on appelle les alertes INCA-IDF. Donc ça, vraiment, c'est vos planificateurs d'urgence qui ont déjà reçu des présentations là-dessus. Et un certain nombre de communes sont déjà abonnées à ce service, mais on a encore beaucoup de marge de progression par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a que 4 communes pour l'instant qui sont abonnées à ce service. Donc vous pouvez activer vos planificateurs d'urgence par rapport à ça. Pour tout ce qui est le suivi des niveaux de nappe phréatique, il y a également des outils en ligne pour savoir quel est le niveau de nappe en chaque point du territoire. Et finalement, il y a différentes guidelines qui se trouvent sur nos sites internet, notamment une brochure inondation qui a été distribuée il y a déjà quelques années dans toutes les zones d'aléas élevés, mais vers lequel peut-être vos sites communaux pourraient pointer, qui donnent non seulement des conseils généraux, mais également des checklists juste avant, pendant et après une inondation qui peuvent être utiles à vos citoyens. Et puis, il y a différentes guidelines, notamment le guide bâtiment durable aussi en ligne. Et petite publicité pour un midi de l'eau, le jeudi 5 juin, de 12h30 à 14h, spécifiquement dédié à l'adaptation du bâti en zone inondable, sur les bonnes pratiques. Donc là, on aura Buildwise, Vivaqua, des gens de Bruxelles Environnement qui viendront faire un petit séminaire en ligne gratuit sur toutes les solutions qu'il y a pour adapter le bâti existant en zone inondable. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces présentations. Oui, moi j'ai une petite question, Sophie de Vos-Oderghem. Oui. On est dans la vallée de la Wolu, mais au même titre que les deux Wolués, forcément. Est-ce qu'il existe des plans un petit peu intégrés avec tout ce que vous dites, mais qui seraient évidemment pas valables que pour Oderghem, puisqu'on a exactement le même type de problème avec les deux communes voisines. Donc des plans d'action, je vais dire, qui dépasserait la commune parce qu'on a la même problématique de la vallée de la Wolu et dont on pourrait s'inspirer. On en a parlé régulièrement avec les deux bourgmestres concernés et on se disait qu'on ferait bien une action commune par rapport à cette Wolu. Mais c'est peut-être une question pour Monsieur Osé, je ne sais pas. Ça, c'est une première chose que je voulais demander. Et alors, l'autre chose, par rapport aux avaloirs, c'est un vrai problème. Il y en a plein qui sont cassés. Et il y en a plein qui sont cassés en zone régionale. En tout cas, par exemple, tout le grand carrefour Herman de Brou, dès qu'il pleut beaucoup, ça déborde partout. C'est une vraie piscine. Et on a souvent des gros problèmes. Enfin, c'est la commune qui doit aller déboucher les avaloirs parce que Bruxelles Mobilité n'a pas de possibilité d'action urgente, si je puis le dire poliment. Mais donc, si vous pouviez peut-être intervenir, écrire ou qu'on le fasse de façon concertée, ça c'est vraiment à mon niveau, au niveau de toute la région, c'est qu'il faut que les avaloirs en zone régionale
enfin, ça ne doit pas être aux communes de courir comme des poules sans tête quand ça déborde de partout, quoi. Voilà, mais ça, c'est une situation vécue régulièrement. Voilà, merci. Donc, on relayera votre demande à Bruxelles Mobilité. Pour info, eux reçoivent les alertes INCA-IDF. Donc, ils sont en mesure d'anticiper, en tout cas, des dégagements d'avaloir critiques. Ok. Mais voilà, c'est tout récent. Ça doit sans doute être un peu mis en place et organisé à leur niveau. Mais donc, Ah ben, c'est on une bonne relayera nouvelle. votre demande. Et pour la WOLU, tout ce que je peux dire, c'est au niveau des plans d'urgence et d'intervention. Donc là, il y a eu avec des actions concrètes, un travail qui a été fait au niveau de Save Brussels, qui est en train d'interagir justement avec les différents planificateurs d'urgence des communes. Donc, comme on dit, c'est dans ce cadre-là qu'il y a le plus d'échanges de connaissances qui peut se pratiquer si c'est vraiment vis-à-vis d'actions immédiates par rapport à la gestion de la crise. Oui, moi, je Si parle c'est plutôt d'une prévention, en fait. D'accord. Mais donc au niveau de la gestion des écoulements ou de l'installation d'enjeux sensibles dans De ce cette qu'on vallée, peut faire pour éviter que ça arrive, parce que c'est quand même des zones qui, ça même si déborde. beaucoup mieux qu'il y a quelques dizaines d'années, Oui. où on avait régulièrement tout qui était sous eau. Là, maintenant, ça devient rarissime, mais il y a eu, comme vous dites, des améliorations, des bassins d'orage et autres. Mais enfin, ça arrive encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Mais je trouve ça débile de travailler au niveau d'une seule commune, alors que le problème est identique au niveau de Oui. toute la vallée, quoi. Et même plus large, hein, parce que donc il y a le règlement régional d'urbanisme qui effectivement, dans sa mouture actuelle, ne couvre pas bien le risque d'inondation, puisqu'il n'y a notamment aucune interdiction d'installer des infrastructures sensibles en zone inondable, et il n'y a pas d'imposition d'adapter le bâti, même le nouveau bâti en zone inondable. Donc là, il y a un manque clairement qui est qui, on l'espère, sera comblé par le nouveau règlement régional d'urbanisme Good Living, dans lequel donc quelques articles supplémentaires sur l'adaptation du bâti en zone inondable et sur la gestion des eaux pluviales a été rajouté, mais donc qui n'est pas encore en vigueur. Voilà, mais donc au niveau communal, je pense que si on parle de règlement communal d'urbanisme, ce sera surtout d'abord vérifier ce qui sera dans la nouvelle mouture du règlement régional d'urbanisme par rapport aux inondations et voir le besoin éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans certaines zones sensibles dans les communes. Et puis pour ce qui est de gérer les eaux, pour réduire la fréquence des inondations, là, je vous le dis, il y a la gestion intégrée des eaux pluviales où effectivement, au niveau communal, c'est sans doute intéressant de se coordonner avec les communes voisines pour travailler sur des projets communs. Et alors, vous êtes, tout comme les autres communes, dans le conseil d'administration de Vivaquois pour pousser ou faciliter l'installation des bassins d'orage qui feraient défaut dans ces vallées. Ok. Je pense notamment au Tonreuken, où là, il y a un projet en cours. Hein. Mais Oui, tout à sur fait. la Ça va, vallée de la Wolu, on sait ça va faire qu'il totalement. reste des zones d'aléas élevées importantes, notamment à Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Lambert. Oui. Ok, Oui, il y a Madame Vermeer qui a levé Ja, sa main. bonjour, goeiedag. Dankjewel voor de presentatie. Deux petites questions par rapport à le service d'alerte INCA-IDF. Est-ce que la ville de Bruxelles est déjà abonnée? Oui. Ok, et c'est bien un service national, même au-delà de ça, pour justement... donc, c'est pas quelque chose géré par la région, c'est quelque chose géré par au niveau national, il me semble. Un produit qui a été développé par Bruxelles et la Wallonie avec l'IRM. Donc actuellement, c'est Bruxelles et la Wallonie qui disposent de ce service. Et c'est Bruxelles qui en a l'usage le plus poussé actuellement. Ok. Parce que c'est un outil spécifiquement dédié aux inondations de crues éclairs qui arrivent typiquement dans des zones urbaines. Ok. Donc on est globalement les plus concernés par l'usage de cet outil. Ok. Et ma deuxième question, c'était par rapport au logement semi-sous-sol. Est-ce que, bon, d'abord, j'imagine, est-ce que c'est une règle qui existe déjà dans d'autres villes en Belgique d'interdire justement le sous-sol? Est-ce que c'est quelque chose de votre perspective que vous recommanderiez? Et est-ce que c'est à quel niveau? Est-ce que c'est dans le nouvel règlement d'urbanisme ou est-ce que ça... Parce que j'imagine, surtout par exemple à Bruxelles, ça va avoir un énorme impact si ça devient obligatoire.
ou justement un Et tableau? donc, c'est bien en zone inondable que ce Oui, oui. sera appliqué. Donc, on parle d'environ 5% du territoire où cette mesure serait appliquée. Ok. Et donc, oui, c'est dans les propositions du futur règlement régional d'urbanisme Good Living. Pour ce qui est des autres régions, je ne suis pas sûr. Donc, je préfère pas Ok. m'avancer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, nous, on n'avait pas de zone non constructible, là où d'autres régions avaient des zones non constructibles. Ah oui. Ok. Ok, super, merci. Alors, je vais passer la main à Anne-Claire pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, je prends le micro, petite opération. Donc, moi, je vais vous proposer que nous quittions les fonds de vallée pour aller en tout point de la région bruxelloise, en fait, envisager une solution qui à la fois répond aux enjeux que Mickaël vient d'évoquer en matière d'inondation, mais qui répond aussi à pas mal d'autres enjeux, notamment celui des îlots de chaleur qui se passe malheureusement en alternative aux périodes de pluie intense ces derniers étés, mais qui apporte aussi vraiment de la qualité de vie en milieu urbain ou dans les parcelles privées d'ailleurs. Et donc voilà, j'attire votre attention sur le fait que tout aménageur du territoire et même tout occupant de surface urbanisée en région bruxelloise peut réfléchir à mettre en place cette solution qui est multiforme en fait. On le verra dans une seconde. Je vais essayer de brièvement vous rappeler ce que c'est, vous dire en quoi est-ce que les communes peuvent se mobiliser pour mettre en place cette solution et quels sont les outils qui sont à votre disposition. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion intégrée des eaux pluviales? Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de considérer les surfaces habitées, les surfaces occupées. Au lieu que l'eau de ruissellement venant des pluies se concentre dans des lieux comme des bassins d'orage, qu'ils soient communs, collectifs sur le réseau d'égouttage ou qu'ils soient individuels à l'échelle des parcelles par exemple, que ça concentre de l'eau et qu'on la renvoie malgré tout à débit limité, pardon, comme c'est le cas dans la partie inférieure de la DIA, on va vraiment se tourner vers vers le génie humain qui permet de réutiliser les mécanismes de la nature pour que le cycle de l'eau naturelle puisse retrouver sa place, même en milieu urbain. Donc voilà, il s'agit vraiment que chaque surface, même occupée pour d'autres fonctions, puisse infiltrer de l'eau, l'évapotranspirer et la retenir avec des volumes assez importants puisqu'il s'agit aussi de faire face au risque d'inondation. Et donc, quand on met en place ce type de réflexion, mais ça, comme je le dis, ça peut vraiment être à toute occasion de travaux, de rénovation, que ce soit de voiries ou de cours d'école ou de centres sportifs ou même de simples bâtis qui soient en responsabilité communale, il y a moyen de réfléchir à appliquer ces principes. Et alors, on rencontre tous les bénéfices que ça peut apporter. Ils sont détaillés ici. On ne va pas tout vous lire. Vous avez l'occasion d'y revenir à votre aise quand vous le souhaitez. Mais c'est à la fois plus économique que les solutions centralisées sur le réseau d'égouttage. Ça rencontre les soucis quantitatifs Sarah, je veux bien que tu nous laisses le PowerPoint, c'est pas grave. Le souci quantitatif en ce qui concerne les inondations, ça rencontre aussi les enjeux qualitatifs, puisque pour le moment, quand l'eau de pluie s'engouffre dans l'égout, très fréquemment, elle déborde dans les cours d'eau et ces cours d'eau sont donc fortement pollués par un réseau unitaire. Mais donc le fait de retenir l'eau de pluie par la GIEP, ça permet vraiment de sortir le risque de déversement d'orage dans les cours d'eau. Ça rencontre aussi cette problématique d'îlots de chaleur. Je vois que mes collègues s'amusent beaucoup.
je propose qu'on vienne à sa rescousse. Mais voilà, et puis il y a encore d'autres bénéfices liés à la biodiversité, parce que ça crée des habitats pour la petite faune et la flore, puisque c'est fortement ancré dans le monde végétal et dans la récupération de certains sols qui peuvent servir de support à ces systèmes, et ça rencontre énormément de services écosystémiques dont on va avoir de plus en plus besoin avec une ville où les enjeux se densifient. Et ce qui est assez joli dans cette opération, c'est que quand c'est dans l'espace public, ça offre vraiment des espaces de qualité à l'ensemble de la population. Donc ça permet aussi de rencontrer des enjeux d'équité sociale qui sont vraiment extrêmement intéressants. Donc voici un petit peu ce que ça peut donner, hein. J'ai pris quelques exemples, et dans le bâti privé, comme en bas à gauche à Ixelles, ou au centre à Forêt, à droite c'est dans une cour d'école à Ixelles. Voilà, tous ces espaces, certains doivent encore se végétaliser, comme celui en bas à gauche, mais tous ces espaces appliquent ces principes de ralentir le flux de ruissellement, de décentraliser la collecte, de temporiser des fortes pluies, et puis de les infiltrer ou de les évapotranspirer. Et ça offre, comme vous le voyez, esthétiquement quand même un rendu assez agréable. Alors, quel est le rôle soit des élus et en tout cas de la commune dans cette réflexion permanente d'intégrer cette nouvelle pratique sur les surfaces qu'on aménage? Évidemment, c'est un rôle assez multiple, parce que il y a un grand nombre de services qui peuvent intervenir pour, à la fois dans leurs opérations de travaux, intégrer cette réflexion d'intégrer la gestion des eaux pluviales, mais aussi donc fortement le végétal et la nature. Mais pour ça, voilà, il faut qu'il y ait une bonne circulation de l'expertise, de l'information, de l'accompagnement. On peut aussi sensibiliser ses habitants, on peut aussi sensibiliser son service de l'urbanisme à ce que les permis délivrés tiennent compte de cette gestion décentralisée des eaux pluviales. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion qui peut avoir lieu à beaucoup d'échelles. Et sachez en tout cas que dans ce rôle à la fois de communication et de transversalité que vous pouvez jouer, vous pouvez aussi beaucoup vous appuyer sur les référents eau. Donc ce sont des agents communaux, il y a un référent par commune et puis un adjoint ou un secondaire, je ne sais plus trop quel est le terme qui est employé, mais qui sont depuis des années à la fois formés. Donc Bruxelles Environnement leur donne environ 2 rendez-vous par an, formateurs ou échange d'expériences en visite sur le terrain. Voilà, pour qu'ils puissent à la fois être le relais des difficultés communales à mettre en œuvre ce type de réflexion et d'intégration dans le tissu urbain, mais pour qu'on puisse aussi leur expliquer quelles sont les nouveautés, les nouveaux outils, on reparle subventions, etc. Donc ils sont vraiment un relais extrêmement utile dans la réflexion multiface que représente ce type de gestion. Et souvent, les coordinateurs plan climat sont soit référents eau, soit ils viennent appuyer, ou ils font passer le message à travers vos plans climat communaux. Donc voilà, ce sont vraiment des fonctions qui sont extrêmement précieuses et qui ont déjà en général assez bien démarré le travail de communication et de transversalité pour cette expertise-là. Sachez aussi que donc les acteurs institutionnels de l'eau, Vivaqua, Edria, Bruxelles Environnement, se réunissent une fois par mois autour de ce qu'on appelle la plateforme des acteurs de l'eau. Et les communes étant aussi un acteur de l'eau, mais on ne vous sollicite pas une fois par mois, il y a un groupe de travail une fois par an qui s'appelle, ce sont les groupes de travail par bassin versant. Et donc, ces agents communaux sont invités une fois par an entre les différentes communes d'un même bassin versant
pour faire le topo de la situation. À la fois, il y a de la transmission d'expertise dans les deux sens. On met à jour les éléments problématiques, même simplement vis-à-vis de Vivaqua et d'Hydria. Hein. Ça peut toucher le réseau d'égouttage, ça peut toucher l'adduction d'eau. Enfin, toutes les thématiques eau sont abordées. On y invite aussi Bruxelles Mobilité et Urban, sachez-le, comme ça rencontre un petit peu la question qu'on a évoquée tout à l'heure, où sont les lieux de relais, où vous pouvez éventuellement avoir de nouveau un point d'appui pour faire entendre à Bruxelles Mobilité certaines doléances. C'est un lieu où tous ces sujets-là sont abordés, donc les groupes de travail par bassin versant. Voilà, mais au quotidien, les référents eau, bien qu'ils occupent souvent d'autres fonctions, bien entendu, hein, voilà, on a vraiment des relais très intéressants pour pouvoir faire passer de l'information et faire remonter vos problématiques. Donc, n'hésitez pas aussi à communiquer avec eux pour faire remonter des questionnements en cours d'année ou on est en communication aussi par une newsletter. Il y a les Midis de l'eau qui sont aussi un lieu d'échange où des questions peuvent être posées en direct à des spécialistes de différents horizons. Alors, sachez que pour intégrer dans les services, notamment voirie, etc., la réflexion sur cette gestion intégrée des eaux pluviales, qui rencontre vraiment plusieurs objectifs du plan de gestion de l'eau, il y a déjà des textes de référence qui ont été conçus et écrits avec d'autres administrations. Par exemple, pour tout ce qui est voirie et espace public, le plus ancien est le Vademecum, qui est au milieu de ma petite liste de 3 là. Et donc, tous les documents sont en lien via les liens surlignés dans le PowerPoint. Mais plus récemment, toujours sous pilotage de Bruxelles Mobilité, il y a le fameux cahier des charges Iris Road, qui est le cahier des charges pour la rénovation et l'aménagement de toute voirie ou espace public, avec des clauses techniques extrêmement fines, mais qui intègrent, enfin il n'y a pas de mais, et qui intègrent la GIEP, notamment pour tout ce qui est voirie perméable et fondations stockantes, etc. Des choses un peu plus techniques que les jardins de pluie, par exemple, qui seront plutôt traitées dans d'autres documents comme ceux cités ci-dessous dans le guide bâtiment durable, par exemple. Enfin, Urban a récemment entièrement revu son manuel des espaces publics que vous êtes très nombreux à utiliser. Et là également, la gestion intégrée des eaux pluviales est bien reprise et voilà, est bien décrite comme un élément à prendre en compte. Au niveau simplement du bâti et des abords, alors plutôt pour vos propriétés communales, le guide bâtiment durable a maintenant de nombreuses fiches qui permettent d'intégrer la GIEP dans la réflexion des aménagements. Et puis, les conditions générales des permis d'environnement intègrent aussi depuis janvier 2023 l'obligation de gérer l'eau de pluie à la parcelle. Donc, ça implique les solutions de type GIEP. Et donc, il y a moyen d'y trouver un calculateur. Voilà, c'est aussi un lieu où il y a des guidelines pour vos équipes et vos services. Même si on n'est pas sous obligation du permis d'environnement, on peut en tout cas aller y chercher des outils de conception et de mise en œuvre utiles. Alors, pour ce qui est des autres outils qui ne sont ni liés à de la réglementation, ni à des textes de référence, ce qu'on a développé actuellement peut quand même vraiment vous aider à envisager les lieux de la commune où il y a des possibilités. C'est en tout cas le cas de la carte du taux d'imperméabilisation qui a été remise à jour en 2023 sur base de données 2022. Et cette carte, voilà, quand on va chipoter dedans, elle est vraiment pleine de petites applications très intéressantes. On peut par exemple isoler uniquement les voiries de sa commune. On peut isoler certains îlots et se rendre compte que le taux d'imperméabilisation est à la fois un lieu où l'enjeu est peut-être plus fort qu'ailleurs, mais aussi si le taux d'imperméabilisation n'est pas trop élevé, est entre 60 et 80%, ça veut dire aussi qu'il y a des grandes opportunités de sol encore perméable présent à cette parcelle-là ou à cet intérieur d'îlot et où justement, du coup, on peut mettre en place des solutions
de réintégration du cycle de l'eau. Donc voilà, c'est à la fois une carte qui montre des enjeux, mais qui montre aussi des possibilités. Certaines communes ont fait des petites études qui s'appellent les cartes de déconnexion, et qui offrent aussi cette aide à la décision de vraiment savoir sur quelle parcelle il y a des possibilités qui coûteront moins cher à mettre en œuvre que sur d'autres. Et donc ça permet de démarrer, certaines priorisations de secteurs à désimperméabiliser, ou si pas désimperméabilisables, on peut installer des dispositifs de type JEP. Alors, comme on vous l'a dit, hein, il y a des formations, il y a des séminaires, et voilà, le Midi de l'eau en est un, mais sachez que pour les communes, notre facilitateur eau est tout à fait désigné pour donner des formations dans vos services. Ça a déjà été sollicité par certaines communes depuis plusieurs années déjà. Et on peut vraiment, avec quelqu'un qui a une très bonne expertise de terrain, venir passer 1 heure ou 2 dans un service chez vous, que ce soit le service voirie, le service urbanisme, et soit de procéder à de la sensibilisation générale, soit de répondre vraiment à des questions techniques. Il y a beaucoup de services, évidemment, qui aiment bien ouvrir leurs plans, qui sont en cours de réflexion, et voir sans engagement, sans devoir être coincé par quoi que ce soit, se dire: «Tiens, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à tel ou tel projet en y intégrant une eau pluviale remise dans un cycle naturel», et revaloriser du coup l'espace public concerné. Donc c'est tout à fait possible, hein, il faut passer la demande, ça se fait fréquemment. Voilà, parce qu'en l'occurrence, on a ce service facilitateur eau qui est donc un consortium de 2 bureaux d'études, l'un plus spécialisé pour tout ce qui est voirie et espace public, et l'autre plus qui est très nature et intégration de solutions techniques par la nature. Et donc ils sont très, très complémentaires, et tout le monde, en tant que professionnel, peut leur poser des questions à n'importe quel stade d'un projet, gratuitement. Ensuite, nous sommes vraiment à l'aube de pouvoir désigner un prestataire pour un nouveau marché qu'on appelle Docteur Nous. Bon, c'est un peu trivial, mais ça mérite de tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est pour que si vous avez sur votre commune un élément de type JEP qui essuie des plâtres, qui a un souci technique, etc., vous puissiez avoir un diagnostic et des opérations concrètement décrites pour réparer la chose. Parce que s'il n'y a rien de plus déplaisant que d'avoir été courageux et d'avoir amorcé des premières solutions en tant que pilote, et puis avoir après l'inconvénient de riverains ou d'habitants qui ne sont pas contents. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses et de rendre une eau plus jolie si le végétal ne prend pas, etc. Donc on avait vraiment envie de pouvoir voilà, participer à une amélioration continue des systèmes. Donc ça sera incessamment disponible. Alors, il y a eu des possibilités de subventions, mais sachez que donc il y en a toujours en cours, c'est-à-dire des projets que vos communes ont engagés et sont soit sous la bannière Action Climat, qui engageait quand même des financements assez importants, soit sous l'opération Quick Win, qui sont des plus petites opérations sur un site communal, et vraiment aller chercher pour moins de 30 000 € un soutien financier qui permettait chez vous, un site communal qui puisse mettre en œuvre une solution assez rapide et voilà, et efficace. Et puis, il y a la carte qui permet de valoriser tout ce qui aurait été mis en œuvre sur votre commune. C'est la carte bon, qui a été appelée maillage pluie. Pour le moment, on lui cherche un nom plus sympathique, donc on va dire la carte du réalisé pluie. Et voilà, on peut y trouver, ça c'est ouvert au public. On clique sur un des petits éléments colorisés qui représentent différents types d'aménagements en espace privé, en espace public, en cimetière, etc.
Et on a à droite une petite fiche de description, quelques photos. C'est vraiment pour montrer tout ce qui a déjà été fait. Donc vous pouvez à la fois aller un petit peu voir pour vous en inspirer et surtout nous faire remonter ce que votre commune aurait mis en œuvre parce que ça permet vraiment, à tout un chacun d'aller s'inspirer, d'aller découvrir des projets, intéressants qui sont déjà réalisés. Et puis, je vous ai mis la page des outils pour les professionnels à toutes fins utiles. Elle ouvre à un certain nombre d'informations générales sur la JEP. Voilà. S'il y a des questions, bien entendu, je suis tout à l'écoute. Oui, moi j'ai une question. Oui. C'est de nouveau Sophie de Vos d'Oderghem. On a régulièrement, enfin en tout cas un cas en ce moment, les autres ont été finalement solutionnés, mais un jardin d'un particulier qui est régulièrement complètement inondé. Et pour le moment, tous les acteurs qui sont intervenus, Vivaquois, la commune, Bruxelles Environnement, des promoteurs qui ont construit dans le coin, enfin bref, personne ne trouve, c'est la faute à personne, tout le monde se renvoie la balle et ces riverains, ils deviennent dingues parce que leur jardin est un étang. Est-ce qu'il y a dans les cartons un projet de désigner une espèce de SPOC qui pourrait étudier la question de façon globale sans dire ah ben non là je dépasse ma compétence parce qu'on a trouvé que c'était pas par exemple dans nos égouts donc c'est pas chez Vivaquois donc débrouillez-vous parce que ce genre de problème s'il n'y a pas quelqu'un qui Bien sûr. coordonne l'ensemble, ben, on ne trouvera jamais. Et moi, je fais ce que je peux au niveau de ma nouvelle compétence environnement pour essayer d'aider ces gens. Mais il y a un moment où, voilà, j'arrive un petit peu au bout je dois dire, de ce que je peux faire. Mais leur jardin est toujours inondé et tout le monde se renvoie la balle. Est-ce que vous avez un projet de... Est-ce que ce docteur nous, il pourrait faire Spock dans ces cas-là ou quelqu'un qui aurait ce genre de rôle similaire? J'imagine que ça arrive à toutes les communes, ce genre de truc. Beh, ça arrive aux communes qui malheureusement souffrent d'inondations, ce qui n'est pas le cas de toutes. Mais alors, juste pour répondre par rapport au docteur nous, je ne pense pas, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller améliorer la performance d'un dispositif JEP déjà en fonction. Mais soit, ça n'empêche pas qu'il soit évidemment nécessaire de répondre à ce type de questionnement. En fait, comme vous l'a dit Michael, il y a plusieurs causes d'inondation possibles. Et donc, c'est sûr que ce qu'il faudrait tout d'abord réussir à identifier, c'est quel est le type de source qui mène aux inondations dans le jardin de cette personne. J'ai employé le mot source spontanément parce que potentiellement, est-ce que partant de pluie, il y a une résurgence de la nappe et donc une source qui apparaît ou qui n'est même pas visible mais qui inonde son jardin? Est-ce que c'est un point de sortie? Enfin, si vous me dites que le réseau d'égouttage a déjà été vérifié et que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Enfin, en général, on procède par élimination à ce genre de problème. Donc oui, on en a déjà rencontré dans d'autres communes. Et en général, on se mobilise à plusieurs acteurs pour procéder par élimination. Si vous nous envoyez le point d'adresse, c'est peut-être un élément qui peut être abordé lors d'une plateforme des acteurs de l'eau et de voir justement entre acteurs de l'eau qui a déjà tenté de répondre à ce point d'adresse particulier, qu'est-ce qu'on en sait, etc. Enfin voilà, je fais une proposition en regardant. On peut commencer par regarder en plateforme des acteurs ce qu'il en est. Vous pouvez nous mettre l'adresse même dans le chat ou bien c'est pas très RGPD, il vaut mieux. Ah d'accord. Oui, je suis en extérieur, je promène mon chien comme ça, vous savez tout pendant l'heure du midi en Mais c'est très bien, vous avez bien raison, on a beaucoup de chance. Je suis bien au courant, donc c'est Martin André, je suis bien au courant du problème et on a en effet tenté de coordonner tous les acteurs, mais c'est des cas complexes en effet, hein, parce que c'est apparemment c'est lié à une ancienne conduite qui est le long d'une voirie régionale. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Il y a une logique de gestionnaire d'une voirie et gestionnaire de son sous-sol également. Mais voilà, c'est des cas complexes qui, en effet, n'arrivent pas tout de suite à être débloqués. Mais on peut refaire le point et essayer de trouver une solution, parce que moi, je pense qu'en effet, il faut aider ces gens, quoi. Ok, ça va. Merci. Y aurait-il une autre question? Bien, et bien dans ce cas, je vais passer la parole à Martin Auzé qui va justement évoquer le réseau hydrographique.
Merci de votre écoute. Voilà. Tout est coupé, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du maillage bleu à Bruxelles. Donc, on est responsable, et on le verra tout de suite, des étangs régionaux et des cours d'eau classés. Mais comme Anne-Claire le disait, on a également une volonté de coordonner un petit peu la gestion de tout le maillage bleu à Bruxelles à travers les groupes de travail par bassin versant. Donc, on essaye que les communes, la région et les différents opérateurs de l'eau aient une vision commune de comment gérer le réseau hydrographique. Donc voilà. Je vais d'abord commencer par quelques définitions du maillage bleu. Ensuite, représenter le cadre légal et donc la classification des réseaux hydrographiques, les rôles et responsabilités. On a publié un nouvel atlas. Le principe de la gestion des ouvrages, et ça répondra en partie à la question de Sophie DeVos. La lutte contre les rejets en eau de surface, qui est également un autre gros problème qui nécessite une coordination de plusieurs acteurs. Et en effet, alors pour terminer, si on a le temps, vous montrer quelques projets, parce que c'est bien d'expliquer le rôle et la responsabilité, comment se coordonner et tout ça, mais in fine, c'est quand même pour arriver à des aménagements de qualité et qui participent à l'amélioration de Bruxelles. Donc, je voulais terminer sur une note positive. Donc le maillage bleu, c'est un programme qui vise à améliorer la qualité de la ville en valorisant la présence de l'eau dans la ville. Alors, ça s'articule autour de cinq axes. La gestion de l'eau, donc il faut évacuer les eaux pour éviter les inondations, mais également l'amélioration de la biodiversité, et donc en parallèle avec le maillage vert, on crée vraiment des points de connexion entre différents espaces verts, puisque les cours d'eau sont linéaires, donc c'est des très bonnes connexions entre le maillage vert. On a un rôle également dans l'amélioration paysagère de la ville, et donc amener l'espace vert, amener l'eau au plus près des concitoyens. Et enfin, on doit gérer également la qualité de l'eau. Et donc, en luttant contre les rejets, en ayant des cours d'eau qui respirent, qui vivent, on va avoir une qualité de l'eau de surface qui sera meilleure. Et donc, améliorer ainsi la qualité globale du cycle de l'eau. Le réseau hydrographique, il est composé des cours d'eau, bien sûr, classés et non classés, on va le voir tout de suite, des étangs, des mares, des bassins de rétention, mais également des zones humides, les fossés qui reconnectent, qui permettent d'évacuer certaines zones humides là où c'est nécessaire. Bassin de rétention, je l'ai dit, les sources, et bien sûr à Bruxelles, le canal, qui ne fait pas partie du réseau hydrographique proprement dit, mais qui a un lien très étroit, vu il sert c'est le plus grand bassin d'orage de Bruxelles, puisque la Seine est directement connectée au canal et permet de tamponner les eaux, éviter que le centre-ville soit inondé. Alors, on parlait tout à l'heure, Michael parlait du fait que les cours d'eau, parfois reprennent leur place. Donc là, il y a deux concepts. Il y a le lit mineur, qui est le petit cours d'eau qu'on voit en période normale, avec ses berges. Donc ça, c'est le cours d'eau classique. Puis le lit majeur, qui est en fait la zone naturelle d'expansion du cours d'eau. Malheureusement, à Bruxelles, l'urbanisation, on a construit très près du lit mineur, et donc les cours d'eau n'ont pas la place pour s'étendre, et donc parfois, on a quand même des débordements du lit mineur vers le lit majeur qui est malheureusement construit. Moi j'aimerais bien parfois, enfin nous aimerions bien plutôt à Bruxelles Environnement donner plus de place au lit majeur, mais voilà, il y a des choses qui ont été construites, et on comprend bien que la ville on a besoin de développer la ville également. Alors, un autre aspect, c'est la zone non edificandi. Et donc, ça, c'est pour les cours d'eau classés. C'est une zone de 4 mètres de part et d'autre du cours d'eau qui doit être non construit, qui doit être non imperméabilisé et qui doit permettre aux gestionnaires du cours d'eau d'intervenir. Et donc, c'est des bandes au-delà de la crête de berge qui permettent justement d'intervenir et de donner plus de place aussi au cours d'eau. Donc tout ça, ça a été développé dans l'ordonnance du 16 mai 2019 qui a réorganisé l'organisation, la hiérarchie des cours d'eau non navigables et des étangs.
Et donc, on a déterminé qu'il y avait des cours d'eau classés qui étaient gérés normalement par Bruxelles Environnement, bien que Uccle gère également un cours d'eau classé. Et les cours d'eau non classés qui sont gérés par les propriétaires riverains. Donc, les cours d'eau non classés, donc des petits cours d'eau comme le Rode Kloosterbeek, par exemple. Mais ça, c'est un cours d'eau dont le propriétaire va changer à chaque changement de parcelle. Et donc là, il y a un droit, il y a une responsabilité de chaque propriétaire de bien entretenir les berges et son cours d'eau. Les étangs régionaux, ce sont les étangs principalement qui sont dans les parcs, qui sont gérés par Bruxelles Environnement. Et après, l'ordonnance, elle détermine également le régime spécifique pour la gestion des ouvrages, mais on va en parler tout de suite. On a fait un gros travail déjà depuis 2015, je pense, de remettre à jour tout l'atlas hydrographique qui n'avait plus été depuis 1956, sauf des petites modifications. Et donc, on a redéfini tous les cours d'eau, on a fait des relevés topographiques, etc. On a arrêté les étangs régionaux qui sont gérés par Bruxelles Environnement. Et donc, cet arrêté vient d'être, a été publié en 2024 et est disponible sur notre site Internet. Je vais cliquer sur mon écran. Et donc, voilà la carte du réseau hydrographique. Donc, on voit bien en vert, en bleu foncé, les cours d'eau classés, en vert, les cours d'eau non classés, et en orange, les fossés, et également tous les étangs régionaux. On a également indiqué, à titre indicatif, les étangs communaux et les étangs privés. Et donc ça, c'est lors de l'enquête publique pour la publication de l'atlas hydrographique, on a bien entendu votre remarque qu'il était nécessaire d'inclure les étangs communaux et privés dans l'atlas hydrographique, ce qui est tout à fait pertinent. Malheureusement, en 2019, on n'avait pas les informations nécessaires pour pouvoir faire ce relevé. Donc, on a décidé d'avancer par étapes. Et la prochaine étape, elle arrive bientôt. Et donc, on va vous envoyer un courrier tout prochainement pour vous demander justement des informations sur vos étangs communaux et si vous en avez sur les étangs privés également. Savoir si vous avez les relevés, pour qu'on puisse justement nourrir cette carte avec des contours officiels. Et ce sera également utilisé pour la mise à jour du PRAS, parce que la couche haut du PRAS, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petites erreurs. Si vous n'avez pas de relevé des étangs, il y a une centrale de marché qui est disponible pour pouvoir faire ces relevés. Et donc, on va donner toutes ces informations dans un courrier qui est dans le signataire, donc il devrait arriver. Par rapport à la gestion des ouvrages, donc, ici, cette présentation parle des ouvrages qui sont dans les cours d'eau, mais en effet, ce serait bien que le gouvernement ou le futur gouvernement se penche sur une réflexion sur que faire de tous les bouts de tuyaux orphelins qui sont sous les voiries et désigner une personne, un acteur responsable ou des règles, des lignes de conduite bien définies pour qu'on arrête de se renvoyer la balle entre opérateurs publics. Donc, dans les ouvrages d'art, on distingue les ouvrages hydrauliques qui sont des vannes, des grilles, etc., qui sont là installés pour l'écoulement de l'eau. Et ça, ces ouvrages sont sous la gestion du gestionnaire du cours d'eau. Donc, les cours d'eau classés, c'est Bruxelles Environnement. Et après, il y a les ouvrages d'art structurels, donc typiquement un pont, un siphon, etc., qui ne servent pas au cours d'eau. Donc le pont, il sert à la voirie, aux voitures à passer, mais le cours d'eau peut vivre sans le pont. Même chose pour un siphon. Un siphon sert à ce que le cours d'eau puisse passer sous un égout qui traverse le cours d'eau. Donc le siphon sert à l'égout. Et donc là, il faut regarder tout d'abord qui l'a installé. Est-ce que c'est qui est le propriétaire? Si on a un acte de propriété connu, c'est évident, c'est celui qui l'a installé qui est gestionnaire. Par contre, si parce que c'est trop ancien ou parce que on n'arrive pas à retrouver des évidences claires, mais alors c'est le propriétaire ou le gestionnaire est celui à qui qui a l'usage actuel de l'ouvrage. On va également vous envoyer un courrier à ce sujet pour
vous présenter un petit peu l'état des lieux de cet inventaire et de vous proposer de regarder cette liste ensemble pour pouvoir se répartir les tâches. Donc, ça va arriver également tout prochainement. Voici ici un exemple. Donc, c'est à Woluwe-Saint-Lambert. C'est un siphon qui a été installé pour que la Wolu puisse passer au-delà d'un collecteur. Donc, le collecteur, non, la voirie, pardon. Donc, la voirie elle est régionale est gérée par Bruxelles Mobilité. Le siphon était installé afin de permettre l'écoulement du cours d'eau sous la voirie régionale. Donc, le gestionnaire de ce cours d'eau est Bruxelles Mobilité. Ouais. Pardon. Enfin, maintenant, je vous propose de discuter un petit peu de la qualité des eaux de surface. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu des très, très, très grands progrès qui ont été faits depuis les années 2000. Parce qu'ici, on voit la qualité de l'eau et un bon indicateur, c'est les concentrations en oxygène ou les concentrations en nitrate, en phosphate, etc. Et on voit que l'oxygène a vraiment fait un bond extraordinaire et que les nitrates phosphate demandent en oxygène, demande chimique en oxygène ont été fortement réduits. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait, tout d'abord avec les stations d'épuration, mais ensuite avec le travail de Vivaqua qui a travaillé sur les manières de diminuer les déversoirs d'orage vers les cours d'eau. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'améliorations, mais il y a encore du travail à faire. Donc, on voit qu'on a défini un arrêté pour définir quelles étaient les zones qui devaient être à terme égoutées, parce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas égoutées et qui parfois malheureusement se rejettent dans les cours d'eau. Donc, avec Vivaqua, on a fait un travail avec une estimation coût-bénéfice. Quelles sont les zones qui pourraient recevoir, pour lesquelles on devrait installer des égouts? Et puis après, dans les zones où on estime qu'il y a uniquement une maison et qu'il faudrait installer 600 mètres d'égout pour accorder cet égout, cette maison au collecteur principal, ce n'est pas raisonnable. Et donc là, il y a une imposition d'installer une mini-station d'épuration. Et donc, nous, on aimerait bien qu'il y ait une coordination, qu'on réfléchisse avec Vivaqua, avec les communes également, avec l'inspectorat de Bruxelles Environnement, pour pouvoir supprimer ces rejets. Alors, il y a différents volets ou leviers qui existent. Le volet urbanistique avec le RRU, le volet environnemental, vu que un rejet d'eau usée, c'est une atteinte à l'environnement, et que une installation d'une mini-step est une obligation dans une zone non égoutée et qu'elle nécessite un permis de classe 2 qui est instruit par les communes. Donc cette coordination, ben, elle demande beaucoup de travail vu que ce sont des riverains qui, la plupart du temps, ne sont pas connectés au réseau d'égouttage, que Vivaqua peut intervenir pour faire la connexion à l'égout s'il existe, mais il faut convaincre les habitants et il faut qu'eux réalisent leurs travaux sur leur parcelle privée. Parfois, Vivaqua veut bien intervenir sur la parcelle privée, mais en étant rétribué. Donc là, il y a une réflexion qui, on espère, sera portée par le prochain gouvernement pour avancer dans ces réflexions. Je voulais terminer par des notes positives des projets. Donc, la Royale Belge, on est occupé à réfléchir à comment remettre à ciel ouvert la Wolu devant le site de la Royale Belge, parce que pour le moment, elle est en pertuis, donc elle est dans un tunnel en béton et traverse tout le site. Donc, on est en train de travailler avec le propriétaire du site, avec les monuments et sites, avec la commission royale monuments et sites, avec la commune de Watermal-Wafort. Et on prévoit également un moment d'échange, de présentation qui sera ouvert à la commune d'Oderghem également et aux riverains d'Oderghem pour présenter le projet et un peu présenter notre réflexion et nos ambitions. Donc c'est un très beau projet pour lequel on est très fiers et on espère qu'il va arriver à terme. Et alors, dernier petit projet, c'est sur la Seine. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Soyons fous. Ça fonctionne.
Et donc, c'est un travail qu'on a fait en 2019, 21. Donc voilà, c'était un ancien pertuis et on a travaillé à remettre la scène à ciel ouvert. Donc, voici les travaux qui ont été faits, assez imposants. Et donc là, vu que le pertuis de la Seine, c'est un double pertuis, on a travaillé avec un pertuis d'abord pour que l'eau puisse continuer à s'écouler dans l'autre pertuis. Et puis, on a fait couler la Seine dans la partie remise à ciel ouvert. Et puis, on a ouvert les deux pertuis. Donc là, on voit les fluctuations de la Seine qui sont assez importantes, hein. On passe de 2 mètres cubes seconde en période d'étiage à maximum 33. Donc, c'est assez important. Et donc ça, c'est au nord de Bruxelles, au niveau de la station d'épuration. Alors, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de place parce que c'était dans la zone portuaire. On aurait aimé pouvoir faire méandrer un peu plus la Seine, mais voilà, on était limité par l'espace disponible. Quasi fini. On voit bien les fluctuations. C'était les grosses pluies d'été, ça. Et voilà. Et alors, donc les berges ont été renaturalisées et donc on voit tout de suite les côtés positifs de ce projet, puisqu'on a aperçu un castor qui était dans le coin. Donc, c'est vraiment, on voit bien que avec le travail, il se fait, enfin, on est récompensé directement dès qu'on fait des travaux de naturalisation. Voilà. Ça, c'était si la vidéo fonctionnait pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas de question, mais c'est hyper impressionnant le travail que vous montrez là. Merci. Et donc, on va vous envoyer les slides, hein, et tous les contacts. Je pense qu'il sera interactif, donc vous pouvez cliquer sur les liens qu'on a mis dans la présentation. Et on vous remercie en tout cas pour votre attention et les bonnes questions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question, quelle que soit la question, via OWater. Et donc, c'est une boîte aux lettres générique et on est tous derrière et on attend.